Nous continuons avec la deuxième partie de la deuxième table ronde et je donne la parole à Michel Viviorca qui va nous parler il va faire une communication intitulée Politique, pureté du concept et folie de l'impossible. À vous la parole, merci. Merci beaucoup. J'ai choisi un titre un peu prétentieux, mais par ailleurs, j'ai dit qu'un quart d'heure me suffirait puisque nous avions le choix entre des interventions plutôt courtes et des interventions plutôt longues parce que je crois que ce que j'ai à dire peut largement tenir dans ce quart d'heure. En 1998, puis en 1999, je me suis rendu à Vénissieux, donc dans la banlieue lyonnaise, à l'invitation d'un jeune sociologue qui s'appelle Mohamed Sefahi, qui est un garçon qui était, à l'époque en tout cas, employé par un institut de formation du travail social, formation de cadre du travail social, qui s'appelle l'ARAFDES. Et à deux reprises, il s'agissait du même type de démarche, un échange construit autour de Jacques Derrida et une discussion avec lui. La première fois, c'était pour débattre de l'hospitalité. Il en est résulté une publication qui n'est pas très connue parce que ça a été publié chez un tout petit éditeur sous le titre « Manifeste pour l'hospitalité » autour de Jacques Derrida avec la participation de Michel Viviorca sous la direction de Mohamed Sefahi, édition Parole d'Aube, Grigny, 69. Et cette publication m'a permis de rafraîchir un peu ma mémoire. Et la deuxième fois, mais là mes souvenirs sont un peu plus confus, il n'y a pas de trace écrite, c'était à propos plutôt de l'immigration, du multiculturalisme et du racisme. Et puis en 1999, je voyais Pierre Bourretz tout à l'heure qui était dans cette aventure aussi, j'ai conduit en 1999 un très long entretien avec Jacques Derrida pour le mensuel Le Monde des débats que je venais de créer sur le thème du pardon. Et ce texte a été repris dans un petit livre, Foi et savoir, suivi donc de Le siècle et le pardon, d'entretien avec moi. Et ce texte continue aujourd'hui à avoir un très grand écho. J'étais au Chili il y a quelques jours, on en a parlé dans un contexte où il s'agit de discuter encore des victimes de la dictature de Pinochet. Alors c'est sur la base de cette double expérience que je voudrais mettre en regard, je devrais dire, deux catégories plus une, parce que je voudrais être très prudent. La catégorie de la politique et de l'action, d'un côté, la catégorie de la pureté conceptuelle, et peut-être, plus une, la folie, le thème de la folie. Et donc je m'appuierai sur ce qui s'est passé à Villeurbanne. À Villeurbanne, Jacques Derrida s'exprime donc devant un public qui est fait pour l'essentiel de cadres du travail social, de travailleurs sociaux. Villeurbanne, pour ceux qui ne connaissent pas bien la France, c'est la banlieue lyonnaise, c'est une banlieue populaire, anciennement ouvrière, où il y a beaucoup d'immigrés. Et ce public des travailleurs sociaux, c'est donc un public qui est très sensible à tout ce qui touche à l'immigration et donc à l'hospitalité vis-à-vis des migrants. Avant qu'il s'exprime, plusieurs interventions sont faites par des chercheurs, par des intellectuels, par des responsables d'institutions à caractère social. Puis Jacques Derrida s'exprime à son tour et il commence par dire, je le cite, « Je travaille depuis quelques années à articuler une réflexion philosophique, la lecture de textes canoniques sur l'hospitalité, aux problèmes urgents de notre société. » Donc le challenge, il est bien là, des problèmes urgents de la société, donc ça c'est plutôt l'action, la politique à laquelle il se confronte, et d'un autre côté, une réflexion philosophique. Et très très vite, dans son intervention, va se dessiner ce qui, à mes yeux, va sous-tendre son intervention, c'est la tension entre un concept pur, en l'occurrence le concept d'hospitalité, et la réalité concrète dans ses dimensions sociales et politiques, bien entendu, la réalité que j'évoquais il y a un instant, que vivent les travailleurs sociaux, les enseignants, ce public, dans une situation socialement difficile, comme on dit. Et ce public de travailleurs sociaux. Alors, dans son intervention, Jacques Derrida va souligner ce qui, selon lui, distingue un discours éthique d'un discours politique à propos de l'hospitalité, un discours politique dont il tient à souligner le meilleur et non pas le pire, un discours généreux. Et il nous dit ceci, il nous dit « Il faut, pour passer de l'un à l'autre, de l'éthique à la politique, je le cite, transformer une éthique de l'hospitalité en règles politiques et économiques,
en pragmatisme. Et il ajoute que la pureté morale de l'hospitalité doit, et je le cite à nouveau, s'incarner de façon laborieuse dans des conditions de médiation beaucoup moins angéliques. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce passage de la pureté inconditionnelle du concept à l'action, nécessairement impure en quelque sorte. Et ce qui est intéressant ici, me semble-t-il, c'est que ce passage n'est pas nécessairement unidimensionnel. On pourrait a priori imaginer l'image d'une perte ou d'une chute de la pureté à l'impureté. Eh bien non, nous dit Derrida, c'est plus compliqué que ça. Celui que je vais accueillir sans condition, si je me réfère au concept pur d'hospitalité, celui que j'accueille sans question, c'est peut-être un criminel. C'est, nous dit-il, quelqu'un, je le cite, qui peut mettre le désordre dans la maison. Et donc, les conditions de la pure hospitalité, je le cite à nouveau, comportent une tragédie interne. Et il ajoute, le passage au droit, à la politique et au tiers constitue d'une certaine manière une sorte de chute, mais en même temps, c'est lui qui garantit l'effectivité de l'hospitalité. C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que le passage aux politiques, ce n'est pas nécessairement négatif. C'est peut-être même la condition de la réalisation du concept qui n'est pourtant pas respecté dans sa pureté. Alors ensuite, dans cette intervention, Derrida va prolonger ce questionnement, et c'est toujours un embarras dont il témoigne. Par exemple, il va se demander si l'hospitalité est du côté du silence, je le cite, ou de la parole. Et il ajoute, si on veut situer l'hospitalité du côté de la parole, alors cela va-t-il ou non imposer de demander au nouvel arrivant, je le cite à nouveau, de savoir discuter et respecter les règles démocratiques de discussion. Et donc il s'interroge, la question n'est donc pas de savoir s'il faut une assignation pour celui que l'on reçoit, mais laquelle? Comment choisir la meilleure? Et donc, il pose une question éminemment politique, surtout, je vous le rappelle, devant ce public de travailleurs sociaux qui est dans un monde dominé par des problèmes de, comme on dit parfois, d'intégration de l'immigration. Alors, l'hospitalité pure, l'hospitalité inconditionnelle, celle qui correspond à un concept pur, c'est celle qui fait que j'accueille non pas un invité, mais un visiteur inattendu. Derrida précise, un visiteur qui vient chez moi alors que je n'y étais pas préparé. Elle est distincte, elle entre en concurrence, elle rentre en conflit avec une conception politique de l'hospitalité. Et il précise, l'expérience politique, juridique et sociale de l'hospitalité est toujours un compromis instable, difficile à stabiliser et à énoncer dans sa règle fondamentale. Alors, je me rapproche évidemment de ma conclusion, mais vous voyez que Derrida, d'une certaine façon, voit dans le passage de l'hospitalité pure à ce qui est droit, à ce qui est politique, je le cite encore, une perversion, puisqu'on y pose des conditions et qu'on se rapproche ici de la folie. Pourquoi? Parce que cette perversion, cette perte en quelque sorte, elle est en même temps un appel, je cite Derrida à nouveau, à la perfectabilité, à la nécessité d'améliorer sans cesse, indéfiniment, les déterminations, les conditions, les définitions de la législation familiale, locale, nationale, internationale. Et donc, c'est ça le cœur des choses. L'hospitalité telle qu'il la lit, je le cite, est immédiatement pervertissable et perfectible. Alors, il y a quelque temps, j'abandonne un quart de seconde l'hospitalité, il y a quelque temps, Maurizio m'a proposé de venir à Turin pour parler là aussi de Jacques Derrida, et j'ai montré que c'était un peu le même problème lorsqu'il s'exprime sur le pardon. Qu'il propose un concept pur de pardon, un concept absolu, le pardon quand il s'agit de pardonner l'impardonnable, et donc tout son texte est sous-tendu exactement par cette même tension entre le concept pur et la présence du pardon dans la politique, et on pourrait dire plus largement dans l'action, parce qu'il peut même s'agir de l'action individuelle. Alors, ce n'est pas une question que seul Derrida a affrontée. En y réfléchissant, je me suis souvenu de mes tout premiers cours de sociologie,
quand on me faisait lire les conférences de Max Weber sur éthique, sur les conférences qui s'appellent Le savant et le politique, dans lesquelles Max Weber nous dit éthique de la responsabilité, éthique de la conviction. Bon, ce genre de choses, donc, n'est pas tout à fait nouveau. Et ça pose des belles questions. Avons-nous besoin de concepts purs, puisque nous savons que la réalité est nécessairement impure et qu'on ne retrouvera plus nos concepts, et que nos concepts vont être à la fois pervertis et perfectibles. Ne devons-nous pas réfléchir autrement, proposer d'autres concepts que des concepts purs? À Turin, j'avais évoqué, là encore, Max Weber, qui nous disait qu'il faut construire des types idéaux. C'est une toute autre façon de passer de la réalité empirique ou politique, concrète, à une plus grande abstraction. Le débat s'arrêterait peut-être là, si dans les deux circonstances, sur les deux dossiers, si vous voulez, où j'ai croisé Jacques Derrida, l'hospitalité, comme je l'ai évoqué un peu longuement, et le pardon, je ne l'ai pas développé, mais c'est un peu la même chose, il n'y a pas une dimension importante. Je trouve que chez lui, la folie rôde. Que le mot de folie, d'ailleurs, est présent dans son entretien sur le pardon. Il dit que ça rend fou de réfléchir comme ça, entre le concept pur et l'action. Et quand nous étions à Villeurbanne, juste avant qu'il s'exprime, un des orateurs, qui s'appelle Patrick Lopin, je ne me souviens plus qui c'est, rappelle que chez Derrida, il y a des textes où Derrida évoque, je cite, « des éclairs de folie qui rassemblent la vie et la mort, qui vous rassemblent mort et vif à la fois. » La folie est là, dans la réflexion, et il me semble que cette folie arrive au moment où se télescope, où entre en tension l'éthique de la pureté et du concept pur, si vous voulez, et les exigences de l'action politique ou personnelle. Des exigences qui ne sont pas, c'est ça la chose quand même subtile, me semble-t-il, qui ne sont pas nécessairement restrictives ou négatives, qui peuvent apporter autant de conditions favorables à une réalité concrète, de l'hospitalité ou du pardon, mais qui ne seront pas conformes au concept. Et pour moi, c'est cette folie qui est l'héritage le plus précieux de Jacques Derrida, en ce qui me concerne. C'est-à-dire que j'ai étudié des sujets qu'il a d'ailleurs lui-même souvent abordés, du côté du mal. Je suis quelqu'un qui s'est intéressé au racisme, au terrorisme, à la violence, et je me suis posé un peu ce genre de questions. Et ce qui me frappe, c'est que trop souvent, les chercheurs qui s'intéressent à ce genre de questions essayent d'être uniquement du côté de la rationalité. Je pense que ce que je vous ai dit à propos de Derrida et de cette tension et de cette folie qui rôde nous montre que les choses sont plus compliquées, qu'il faut supporter, accepter quand on est chercheur, ou peut-être philosophe, en tout cas sociologue, cette impossibilité et cette nécessité de mettre en tension la nécessité qu'il y a à produire des concepts, des savoirs, des connaissances, des propositions d'un côté, qui peuvent être très abstraites, très éthiques, très pures, et en même temps à participer à la vie de la cité. C'est pour moi la leçon que je tire de cette tension que j'ai voulu évoquer ce soir. Je vous remercie.